Bonjour à tous, bienvenue. Que devient le Bénin après 59 ans d'indépendance? Que devient le Bénin surtout après 30 ans de renouveau démocratique? Beaucoup de Béninois se posent ces questions par 7 ans, peut-être à tort, peut-être à raison. Cela dépend des faits et des positions d'appréciation. Avec notre invité aujourd'hui, nous allons apprécier les 59 ans d'indépendance, la condamnation de Lionel Zinsou, l'interdiction de délivrer d'actes civils à certaines catégories de Béninois, la médiation aujourd'hui. L'invité a nom Albert Gandonou, professeur d'université, membre du Parti communiste du Bénin depuis 1977, depuis la création donc de ce parti. Chrétien militant, il se définit, il est fondateur et président de l'association Chrétien pour changer le monde, créée depuis le 1er mars 1997. Bonjour professeur Albert Gandonou. Bonjour Vigile Avancé. Dites-nous, comment avez-vous fêté la fête, comment avez-vous fêté donc le 1er août, comment avez-vous fêté l'indépendance? Fêter, c'est trop dire, puisque j'ai vécu l'événement dans la discrétion. Le mot indépendance paraît un mot trop grand pour désigner la réalité que nous vivons depuis 1960. Alors, au concret, pour vous, il n'a pas lieu de fêter? Non, il y a lieu de continuer de se battre. Il y a lieu de continuer de vouloir ce que nous voulons. Un pays qui tourne pour l'ensemble de ses fils. Un pays qui fonctionne, non pas pour ceux qui nous avaient colonisés hier, qui continuent de nous aimer et qui ne veulent pas nous lâcher, et pour les serviteurs qu'ils ont désignés et qu'ils ont laissés en place, et dont ils suivent le parcours et qu'ils choisissent souvent à nos dépens. Il faut continuer de nous battre pour que ça change. Et je suis venu justement parce que nous sommes dans les jours qui ont suivi l'indépendance, exprès avec ce livre d'Aimé Césaire que j'aime bien. C'est pas pour lire le livre, mais simplement pour rappeler que dans ce livre, le décor avait déjà été planté par ce grand écrivain, ce grand anti-impérialiste qu'est Aimé Césaire. Et puisque j'ai apporté le livre, si je dois citer quelque chose là-dedans, je dois évoquer la scène dans laquelle le roi des Belges, un certain Basilio, disait sa satisfaction d'avoir fondé le pays, d'avoir bâti le Congo, et sa joie maintenant de le remettre entre les mains de ses enfants, les Kasavubu, le président Kasavubu. Lui aussi, il dit sa satisfaction et il rassure son papa, le roi des Belges, que le sage enfant qu'il est va continuer, rien ne sera aboli, tout sera au contraire accompli, c'est-à-dire on sera dans la continuité de ce qu'ils ont fondé. Et quand le tour de Lumumba est arrivé et qu'il a pris la parole, il a dit « Moi, sire, je pense aux oubliés ». Et nous en sommes toujours là. Oui, mais ça, c'est pour le Congo. Au Bénin, il n'y a ni papa ni fils. Sinon, qui sont-ils, à votre avis? C'est le même système. Nous, on n'a pas eu les Belges comme papa, comme colons. On a eu les Français qui ne nous lâchent pas. C'est eux qui frappent notre monnaie. C'est eux qui décident dans l'ombre de ce qui est bien pour nous, de ce qui n'est pas bien pour nous, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Si on a des matières premières, c'est à eux de décider de ce qu'il faut en faire, pas nous. Si on a de l'argent, c'est encore eux qui sont derrière pour que cet argent leur revienne. Il y a plein de semblants d'aide et tout ça. En réalité, c'est un marché de dupes et c'est eux qui s'enrichissent. C'est eux qui, à nos dépens, se surdéveloppent. Et nous, on porte le monde. Nous, on les porte sur notre dos. Professeur Albert Gandonou, n'est-ce pas des clichés que de voir les choses de cette manière-là? Est-ce les colons qui sont encore là aujourd'hui à répondre de la gouvernance de nos dirigeants? Ben,
je vous donne un petit fait. Quand nos dirigeants sont là et qu'ils détournent, gèrent mal les biens publics, qu'ils volent nos sous, qu'ils pillent nos ressources, on ne leur dit rien. Mais quand ils ont maille à partie avec la communauté, ils savent où se trouvent leurs sous et ils décident de geler ce fonds. Donc, ils savent ce qui se passe. Et quand c'est dans leur intérêt, le peuple peut souffrir, le peuple peut crier, le peuple peut être écrasé, opprimé. Je ne leur dis rien. Ils ne sont pas là pour nos intérêts. Le général de Gaulle a bien dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Alors si, comme c'est l'apparence, ils nous aiment tant que ça, il veut nous aider tant que ça, c'est qu'il y a mal donne, il y a la réalité est plus profonde, est en profondeur, c'est pas à la surface. Et donc, je crois qu'après bientôt 60 ans, nos regards sont exercés pour voir que la réalité, ce n'est pas ce qui apparaît. L'histoire du franc que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on produit toujours à Chamalières, quelque part. À Clermont-Ferrand. Bon, quelle est cette amitié-là qui va faire que quand on vend nos marchandises à l'étranger, le coton par exemple, et que ça nous rapporte des devises, nous devons nous arrêter au Trésor français pour déposer 50% de ces... Avant, c'était bien plus. 50% de ces ressources au Trésor français est revenu chez nous avec le reste. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, nous sommes toujours les enfants. Il ne peut pas gérer une banque centrale, il ne peut pas gérer leur monnaie. Heureusement que des pays africains gèrent leur monnaie. Le Ghana a sa monnaie, le Nigeria à côté, etc. On raconte des histoires, mais c'est des pays qui tournent. Peut-être que ça va prendre fin avec l'écho annoncé. C'est ce qu'on pensait. Jusqu'au jour où on a entendu Ouattara, le bon enfant, parce que quand j'ai apporté ceci, c'est pour ne pas oublier les enfants, qui dit non, ben, le franc CFA va s'appeler ECO, c'est tout. C'est tout. Bon, donc la messe est dite. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité lorsqu'on sait que ce écho va s'étendre au Nigeria, au Ghana et aux autres pays qui ne sont pas dans le Dans un premier temps, je crois que ces pays-là vont garder leur monnaie. En fait, il faut qu'on continue le combat. Cette histoire de monnaie, c'est une question d'intérêt. Si ça ne rapportait rien à la France, si ce n'était pas de l'intérêt de la France de garder la situation à l'État, il y a longtemps qu'ils se seraient débarrassés de ça. Mais ça leur profite. Comme j'ai dit rapidement tout à l'heure, mais c'est plus vaste encore. Et donc, nous, on ne peut pas rester les bras croisés. On ne s'est pas encore assez battu. Hein. Ça a bougé un peu. Les francs-maçons ont pris position, Kémy Séba s'est battu, bon, etc. Mais ce n'est pas encore massif. Et là, tant que ce n'est pas massif, bon, ils font les choses, ils accommodent les choses à leur goût. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Beaucoup ont cru que c'est des mots, on a toujours entendu l'impérialisme, etc. Oh, maintenant, on a vécu suffisamment de choses pour voir que c'est toujours le prolongement de ce système de domination qui nous plombe depuis tant d'années. Sinon, nous avons d'énormes capacités. Nous avons même des ressources humaines que nous gaspillons, mais de manière incroyable. De manière incroyable. La jeunesse qui est formée dans nos pays aujourd'hui peut relever bien des défis. Mais il faut la mettre au pied du mur. Il faut la mettre au pied du mur. Mais comment? En mettant des ressources à disposition, en ouvrant des chantiers. Bon, vous prétendez avoir telle et telle compétence, allez-y, ils vont se dépasser. Vous pensez que le boulet qu'on traîne depuis 59 ans, 60 ans, c'est plus économique? Oui, c'est d'abord économique. C'est d'abord économique, mais la politique se charge de maintenir la situation économique en l'état. Et depuis 60, tout ce qu'on a eu, c'est ça. Les chefs d'État, quand ils sont en difficulté de paiement, ils vont chez papa pour demander... Papa. Ils vont en France. Alors, moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vu les Soglo revenir de... Je ne suis pas revenu les mains vides. D'où ça? Bon, donc nous avons un pays que nous avons le devoir de faire tourner, de rendre productif.
Bon, mais nous sommes là à croire que le salut va venir de l'étranger, de l'extérieur. Et c'est notre drame. Donc après les Soglo, les Magas, tout ça, bon... Justement, vous avez une conscience politique certainement depuis longtemps, en tout cas depuis 1977. Vous avez fait votre adhésion au Parti communiste du Bénin. Peut-être vous êtes même né, hein, votre conscience politique est née avec le Parti communiste du Bénin. Mais vous avez vu des régimes changer, mais rien n'a changé concrètement. C'est quoi le problème? Quelle est la panne? Il y a beaucoup de choses à dire pour répondre à cette question qui paraît simple. Mais je reviens à la jeunesse. Moi, j'ai eu une jeunesse dans un contexte qui formait à l'anti-impérialisme. Toi, comme ça, tu ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Au collège, à l'université, les syndicats que nous avons étaient en lien puissant avec les syndicats du monde des travailleurs, et l'anti-impérialisme était vraiment notre flambeau. Et donc, ça nous a formés au combat, à l'oubli de soi, à la confiance en soi et à la volonté de changer les choses. D'abord, à la lucidité, avoir une lecture claire des choses, ne pas se laisser duper. Et j'ai été responsable étudiant, premier responsable à l'université, l'UNB à l'époque et tout ça. Donc c'était déjà une école d'apprentissage, de patriotisme, de combat, d'amour du pays. Et je me souviens que quand Kérékou est venu, il a surfé sur ça. Vive la révolution, on était contents, on a applaudi, bon, on était encore naïfs. Et rapidement, on a vu que non, c'est une dictature qu'il installait. C'est un moyen de tenir le pays qu'il mettait en place. Et rapidement, on s'est dressé contre ça. Et quand il a choisi le socialisme comme le marxisme-léninisme, comme je ne sais plus comment il disait les choses, comme le socialisme comme sa voix, le marxisme-léninisme comme son flambeau, je ne sais plus. Son idéologie. Et comme voilà. On s'est dit, c'est grave pour notre peuple. C'est là que le Parti communiste du Bénin s'est créé. Il y a d'abord eu l'Union des communistes du Bénin, j'en étais, et le Parti communiste s'est fondé fin décembre 1977. Pour que notre peuple se dise, ah, lui il dit qu'il fait le communisme, et puis eux, ils sont partis communistes contre lui. Déjà pour que cette contradiction éveille les gens. On a payé le prix fort pour cela. Mais ça a conduit à sa défaite. C'est-à-dire les libertés qu'il avait confisquées ont pu lui être arrachées. Mais le pain qu'on réclamait n'est pas toujours disponible. Et c'est ça, c'est pourquoi tout à l'heure la question, est-ce que c'est d'abord économique notre problème? Oui, oui, c'est là. Bon, mais il faut continuer de se battre. Et tu ne m'as posé aucune question sur ça. Le drame aujourd'hui, c'est que les libertés qu'on a arrachées à Kérékou du PRPB, c'est comme si tout se passe comme si on veut nous les arracher à nous. On va y revenir, c'est prévu, mais dites d'abord pourquoi ça ne change pas. Pourquoi on continue à se plaindre? Pourquoi, eh bien, malgré les promesses, un régime après régime, d'un changement notamment économique, eh bien, ce changement ne suit pas. Il faut le combat. Il faut le combat. Le combat qui doit se battre. Pardon? Qui doit se battre. Ben, j'ai d'abord dit la jeunesse. Et la jeunesse, on s'est arrangé pour la déconnecter du combat. En lui disant non, non, oublie ton idéalisme là, les idéaux, ça c'est la naïveté, l'argent, quoi des mers. C'est la jeunesse de Doudou Démien qu'on a aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui. Mais c'est fait exprès. Moi, j'ai suivi ça à partir de 90. Le problème économique, c'est d'abord le problème que les jeunes ont aujourd'hui, non? Mais justement, il faut se battre pour que l'économie, de manière générale, les prenne en compte. Leur donne un avenir radieux. Bon, au lieu de ça,
eh bien, on fait de petits mendiants qui sont à courir après ceux qui ont vidé les caisses de l'État, etc. Et ça a été aussi un moyen de nous mettre à la touche. Les communistes ne vont pas avoir l'argent pour tenir. Voilà. Et donc, je me dis, il y a la jeunesse qui a montré sa capacité de mobilisation du peuple, en dépit de son analphabétisme en français. Mais le peuple, justement, puisque les langues ne sont pas promues, langue de communication, langue de formation, langue d'administration, etc., le peuple demeure désespérément amorphe, un peu à l'écart des choses. Et ceux qui nous tuent profitent de ça. Et donc, il faut travailler, il faut qu'on se batte, il faut qu'on développe. En venant à ton émission tout à l'heure, j'ai suivi Madame Joséphine Wandia, qui est une grande mathématicienne, professeure de mathématiques, je crois, elle m'a même écrit un prix qui porte son nom. Elle a montré comment le fait de ne pas enseigner les mathématiques, la science dans nos langues, est un handicap sérieux pour nos jeunes. Donc, la science ne se développe pas chez nous parce que nous ne prenons pas les bonnes décisions. Ça nous aurait coûté quoi? De promouvoir nos langues. Ça aurait demandé des milliards, certainement, on en a. Mais on voit ce qu'on en fait. Ce qui est urgent pour sortir le pays de l'ornière, on le sait, on le connaît, mais on ne le fait pas. Et c'est là. Alors pourquoi on ne le fait pas? On n'est pas libre, on n'est pas indépendant. On est fictivement indépendant. Il faut qu'on sorte de ça. Mais moi je dis c'est un travail, c'est un combat. Et un combat de ce genre, c'est-à-dire changer un système. Un système c'est comme une machine qui tourne dans une direction donnée. Alors ça tourne dans la direction de l'impérialisme et puis de notre classe politique prédatrice. Mais il faut travailler à ce que... à retourner la machine voilà, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Vous, les communistes, surtout les communistes de départ, est-ce qu'on ne peut pas conclure aujourd'hui que vous avez également échoué puisque vous n'avez pas réussi à retourner cette machine? Certainement, ce n'est pas pour léguer cette tâche aux générations à venir que vous étiez mis ensemble en 1977. Tant que nous y croyons, on ne peut pas dire qu'on a échoué. On aurait pu dire en regardant Mandela casser les pierres à Robben Island qu'il a échoué aussi. Non, tant qu'on y croit, on n'a pas échoué. Et les reculs dans un combat de ce genre sont souvent temporaires. Par exemple, ce que l'argent a fait de notre pays depuis 90, 91. Depuis le renouveau démocratique. Oui. Et c'est Mbeki qui était le premier à donner le top de cette mésaventure. Je crois que nous sommes en train d'arriver au bout de ça. Nous sommes en train d'arriver au bout de ça. Vous pensez? Je pense. Tout le monde ne voit pas ça, mais je pense que nous sommes en train d'arriver au bout de ça. Parce que, premièrement, les gens se disent, mais à force de nous faire payer pour voter, à force de nous faire payer, finalement, c'est l'argent qui est devenu le roi. Mais on vous dit aussi que les gens ne sont pas sortis à aller voter cette fois-ci pour les législatives dernières parce que justement, il n'a pas eu véritablement campagne, il n'a pas eu véritablement de distribution d'argent. Non. Entre autres. Non, les gens ne sont pas sortis parce qu'ils étaient mécontents. C'est tout. Ils étaient mécontents. Pas parce qu'on ne leur donnait pas l'argent, pas seulement parce qu'on ne leur donnait pas de l'argent, mais parce qu'ils se sont sentis exclus. Et ils s'identifient à des leaders. Ils s'identifient à... Les partis même sont fondés sur des régions, enfin, et il faut corriger ça aussi. Il faut qu'on parle patrie et non pas micro-régionalisme et tout ça, ethnie et tout ça. Donc ils se sont sentis frustrés, ils se sont sentis laissés pour compte. C'est pourquoi je vous dis, je pense aux oubliés. Je pense aux oubliés, et comme vous avez dit qu'on y reviendra, j'y reviendrai aussi.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a tout de même pas de nuance de Kérékou, le révolutionnaire, aux autres régimes du renouveau démocratique, à penser par son propre régime, le démocrate Nicéphore Soglo, Yahi Boni, ils ont tous eu l'intention d'abord de développer économiquement le Bénin. Non, ils ont tous eu l'intention de goûter au pouvoir. Le pouvoir, c'est leur appât. Est-ce qu'il n'y a pas de nuances, est-ce qu'il n'y a pas plus d'efforts selon les régimes? Moi, je veux bien chercher ces nuances-là, mais là, j'aurai mal à la tête. Parce que il faut les voir quand ils sont nommés, même directeurs de cabinet. Et ils vous disent, remerciez Dieu pour moi. Pourquoi? Tu vas aller servir, tu vas aller travailler là-bas. C'est quoi remercier, même directeur de cabinet, je vous dis. Remercier Dieu pour moi. Bon, sous Yahi Boni, cela se faisait de manière vraiment grotesque. Le nommé doit organiser une fête dans sa région, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais, à titre personnel, vous avez sûrement reçu des SMS. Remercier Dieu pour moi parce qu'on vient de... Non, mais c'est même pas ministre, hein, DC par exemple. Vous voyez? Donc, ou ambassadeur. Moi, j'ai un ami qu'on a nommé ambassadeur. Il a demandé que je remercie Dieu pour lui. 2 amis même. Et vous ne l'avez pas fait? Ah, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est passé à la maison même. Il allait à une messe d'action de grâce avant de rejoindre son poste. Bon. Donc, déjà, ça montre la perception qu'on a de la chose publique. On va s'en accaparer. On va en profiter. Et ça, c'est à corriger aussi. Et ça sera corrigé par le combat, mais aussi avec le temps. Parce que le temps, c'est le vecteur de l'expérience. C'est le temps qui porte l'expérience et qui fait en sorte que nos yeux s'ouvrent à la réalité. Et quand nos yeux s'ouvriront à la réalité, les yeux de tous les Béninois ou de la majorité des Béninois à la réalité, eh bien, l'indépendance véritable sera arrachée. Qui doit toucher quoi pour que ça change, pour qu'on ouvre rapidement les yeux comme vous demandez? Qui doit toucher quoi? Il faut laisser le temps juste... non. C'est pourquoi j'ai d'abord parlé de combat avant de parler de temps. Il faut combattre. Les émissions que vous organisez à Soleil FM contribuent à ce que les yeux s'ouvrent, que les gens comprennent la réalité, ne se laissent pas tout le temps duper, ne se laissent pas endormir tout le temps. Et donc, à divers niveaux, il y a des actions à mener, à divers niveaux. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui se fait. Bon, maintenant, ceux que ça n'intéresse pas, c'est de bonne guerre, ne voient pas ou minimisent cela. Mais ils peuvent être surpris parce que la marche des peuples, ça va souvent lentement, mais aussi il y a des bons. Quand ça va lentement, alors on croit même qu'on va nulle part, et puis il y a des bons. Et on se dit, mais ces gens-là qui dormaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on a vu ça, on voit ça autour de nous. Hein. On voit qu'il y a des bons. Il y a des bons au Soudan, il y a des bons en Algérie, il y a eu un bon au Burkina, il y a des bons. Donc on peut être surpris. On peut dormir sur ses lauriers et être surpris de voir que le peuple ne dort pas pour l'éternité. Nous allons parler de ces enfants, les enfants du bon Dieu à présent. Comme un cadeau, pas d'anniversaire, un cadeau de fête, on va dire, à la veille donc, de cette fête de l'indépendance est arrivé cet arrêté qui dit que les Béninois qui ont maille à partir avec la justice, qui ne se sont pas présentés, ne devrait plus avoir un certain nombre de pièces d'actes civils. Quelle est votre appréciation? Comment vous avez pris la chose? C'est toujours... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que on ne cesse pas d'être béninois quand on a maille à partir avec la justice. Et donc, des actes fondamentaux, comme des extraits de naissance, c'est pas les actes administratifs, on devrait les délivrer pour d'ailleurs montrer que les choses sont séparées. Il y a la séparation des pouvoirs. Et donc, mais là, c'est un signal pour nous dire, mais non, rien n'est séparé. Hein. Tout est centralisé. Centralisé où? Centralisé au sommet de l'État, centralisé au niveau du gouvernement,
puisque c'est lui qui prend la décision dont vous parlez. Et ça, c'est inquiétant parce que la justice a le droit de poursuivre des gens. Mais ces gens-là ont le droit de demeurer citoyens. C'est d'ailleurs parce qu'ils sont citoyens béninois avec tout ce qu'il faut pour ça que la justice de leur pays peut les poursuivre. Leur réclamer des comptes. Donc, ça, je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, je me contente de dire je ne comprends pas. Donc pour vous, il y a comme une faute de séparation des pouvoirs là, il y a une faute à travers ce acte. C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Et ce n'est pas le seul. Mais je vous laisse y arriver parce que ce n'est pas le seul. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De quoi a-t-on peur à ce point? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas continuer de traiter les gens comme des citoyens, même si pour une raison ou pour une autre, bon, ils n'ont pas fini de traiter avec la justice de leur pays. Parce qu'il faut regarder aussi au cas par cas. Pourquoi tel se méfie de la justice de son pays? Si le centralisme dont j'ai parlé là va jusque là-bas, si la séparation de pouvoir dont j'ai parlé tout à l'heure n'est pas effective, bon, il y a à redire sur tout ça. La matinée du vendredi nous a fait une autre actualité, peut-être du genre. Lionel Zinsou qui a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, n'est-ce pas, au Bénin, après le dépassement donc, de ses comptes de campagne. Bon, là, ça me fait rire un peu. Pourquoi? Bon, d'abord, précisons une chose. Hein. Moi, je n'ai pas soutenu Lionel Zinsou en 2016. Mon parti, tout le monde connaît. Premier tour, votez qui vous voulez, mais pas Zinsou. Second tour, votez Patrice Talon. Second tour, voilà le Zinsou qu'on a combattu au premier tour, qui revient avec quelqu'un d'autre. Pourquoi vous avez du mal à dire ça? Bon, et il nous l'a rendu bien, le Patrice Talon. Il s'est dit non, eux là, ils ont fait campagne. Et la campagne que nous avons faite a contribué à son élection. Hein. Yahi Bouné est le premier à le reconnaître. Bon, mais il se dit, eux là, c'est pas défaut qu'ils ont fait campagne pour moi. Et que, donc, il ne nous a pas regardé après. Pourtant, on s'est fortement investi au second tour pour que Zinsou ne passe pas. Cela dit, j'ai ri parce que la décision, c'est comme si c'est fait juste pour l'empêcher d'être candidat. Et donc d'abord ça m'a rassuré parce que j'avais des inquiétudes, peut-être il n'y aurait pas d'élection en 2021, mais avec ça là il va y avoir élection. Alors donc j'ai ri en disant mais l'objectif ce n'est donc que ça. Il y a eu une affaire de 15 milliards ici concernant le même Zinsou et Boumaf et tout ça. Moi, j'attendais un procès sérieux dans ce cadre-là. C'est-à-dire, ouais, ce qu'on fait de nos sous. Pour développer le pays, il faut le capital. Il faut de l'argent. Mais quand il y a de l'argent, voilà ce qu'on fait. Mais les 15 milliards, ce n'est pas les 15 milliards de l'État. Hein. Ah bon, mais quand l'autre dit que j'ai prêté et que la personne se destinait à être président, et pourquoi il n'a pas remboursé? Pourquoi il n'a pas remboursé? Donc, j'attendais un procès à ce niveau-là. Non, il n'y a pas eu. Ils se sont arrangés entre eux, entre les chefs d'État. Enfin, il y a eu des interventions, etc. D'ailleurs, vous voyez comment la France s'intéresse à ce dossier, parce que c'est un bon Français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne voulons pas qu'il vienne nous gouverner. Et un homme politique français, juif, par ailleurs, ne peut pas venir nous diriger. On est juif de par la mère, hein. Et donc, non, il y avait un problème. C'est pour ça qu'on l'a combattu. Bon, mais maintenant, on se dit, mais de là, à laisser l'histoire de 15 milliards de côté, et puis nous sortir un truc de dépassement de compte de campagne. Compte de campagne, là, on a vérifié chez tout le monde. Ils n'ont pas tous dépassé, certains gros poissons, là. Ils n'ont pas tous dépassé les comptes de campagne. Donc, on dirait que c'est un chien qu'on veut noyer, qu'on accuse de rage, quoi. Et donc, c'est une décision, ça me paraît rocambolesque. Je me dis, en appel, sûrement, ils vont revenir dessus, parce que lui-même, Zinsou, il dit, non, comme on m'a pas
on ne va pas me séquestrer. Vous voyez cette décision-là, il n'est même pas condamné à la prison. Hein. Donc il dit il va revenir, il ne va pas se comporter comme un exilé. Il va revenir chez lui sans problème. Donc c'est surtout ne te présente pas. Voilà. Donc on s'est dit, il a eu 1 million de voix, enfin il a eu des voix. Oui. Voilà. Et il ne faut pas que lui s'amuse à venir se présenter. Et donc du coup notre compétiteur né là, il me dit comment il fait sa compétition. C'est à la base en éradiquant, en éliminant à la base avant la compétition les concurrents dangereux. C'est une question. Oui, vous êtes heureux enfin qu'on puisse espérer des élections ou plutôt une élection présidentielle, dites-vous. Mais dans ce cas, si les choses se passent telles que vous dites, une compétition sans compétiteur, pour quelle élection? Pour quelle compétition? Bon, c'était en fait pas ironie que je dis que je me rassure à la faveur de cette décision de justice qu'il y aura peut-être élection en 2021. Je ne suis plus sûr de rien. Bon, mais c'est vrai que si on va avoir encore une présidentielle comme les législatives qu'on a eues, sous une autre forme, hein, sans compétition, là c'est que on a fermé à double tour la porte de la démocratie dans notre pays. Pour certains, cet arrêté, notamment dont on parlait, c'est fait pour ça. Ne pas permettre d'avoir ces pièces qui notamment sont... C'est un verrouillage. Importantes, sont réclamées par le code électoral. Oui, c'est un verrouillage. À l'élection. C'est un verrouillage et on se débarrasse de tout le monde. Et finalement, on va nous susciter d'autres. Un peu comme les partis qu'on a suscités la dernière fois, là, quand on a invité les partis au palais. Brusquement, on a vu 5 partis que personne n'a vu sur le terrain. Voilà, peut-être on va nous trouver des candidats comme ça. Et puis... Mais je ne suis pas sûr que les choses se passeront comme on le projette dans sa tête. C'est Baudelaire qui dit « l'action n'est pas la sœur du rêve ». Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises. Et moi, je me dis, quand je regarde le Parlement du sang, puisque le sang a coulé, qui est là, je me dis, mais tout ce qu'on a fait pour avoir ce Parlement, c'est trop hein, ce qu'on a fait. C'est trop. Moi, quand j'ai vu les chars circuler dans Cotonou, je me suis dit, ah, pour les élections, là, c'est quoi? Quel est l'enjeu? Alors, on a été très loin pour avoir ce Parlement-là. Donc, je me dis, c'est pas pour le plaisir de l'avoir. Sûrement, il y a des tâches à accomplir. Par rapport, par exemple, aux élections, par rapport à la Constitution, etc. Est-ce que ce projet-là, ce rêve-là, sera tranquillement réalité comme ça? Je ne suis pas sûr. Donc, parfois, j'ai envie de donner des conseils. Ne rêvez pas trop. Descendez de votre nuage. Descendez de votre bulle. Les oubliés, là, sont trop nombreux. Les oubliés sont trop nombreux. Et ce n'est pas être un fin stratège que de ne pas tenir compte de ses adversaires. Moi, j'ai l'impression qu'on est trop sûr de soi. Et on se dit, oh, il suffit de faire ceci, il suffit de... Il n'y a qu'à faire ceci, on est tranquille. On ne peut pas être tranquille à si bon compte. Et quel est l'état d'âme de ces oubliés-là? On a vu, n'est-ce pas, le 2 mai dernier, on a vu du 10 au 15 juin à Tchaouro, Savère et ailleurs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore appeler des Béninois à manifester? Ils vont vraiment sortir, vous pensez? Les oubliés, là, ils ont montré à cette date-là qu'ils ont du potentiel. À la surprise de tout le monde, qu'ils ont du potentiel. À Cotonou, quand on les a vus le 1er mai, mais personne ne pouvait imaginer ça 5 heures avant. 5 heures avant. Ils ont montré qu'ils ont du potentiel. Ils ont montré surtout que ce qui est en route, n'est peut-être plus une affaire de... On va donner un mot d'ordre. Ah, personnellement, moi j'ai été surpris de voir ce qui s'est passé à Savère, à Tchaouro. Savère, c'était déjà dès le 28 avril. Dès le 28 avril. Dès le 28 avril. Le jour du scrutin.
moi qui ai eu froid dans le dos en regardant les chars circuler et tout ça, ah, vient un chat brûlé à Savé, pas à Cotonou. Je dis, ah. Et ensuite, ce qui s'est passé, plus tard, à Savé, à Tchaourou. Tchaourou d'abord, et puis Savé qui est venu en enfant. La surprise que ça m'a donnée est en même temps source d'espérance. Que nous pouvons être surpris. Mais moi, j'ai un jeune ami, il est bien plus jeune que toi. Il vient me voir et dit non, mais papa, on ne peut pas dire que l'armée a replié. Je n'ose pas employer son expression qu'on a mis l'armée en déroute. Bon, disons qu'il n'a pas dit ça. C'est-à-dire que c'était trop gros pour lui. On a dû leur donner l'ordre de se laisser tirer dessus. J'ai dit à mon enfant. L'autre jour, c'est les pieds seulement on a lancé et ils ont tiré à balles réelles. Là-bas, on a vu qu'ils recevaient des coups et on leur a dit de ne rien faire. Mon enfant, c'est compliqué. Donc, il y a les temps qui changent déjà. Nous qui avons longtemps prôné l'insurrection, etc., on n'a pas eu besoin de parler à quelqu'un. Et c'est ça qui est nouveau. On a été surpris. Pour le pouvoir, tout ce qui s'est passé de Kadiaou à Tchaourou en passant par Savé, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas improvisé. Ah bon, ben ils n'ont qu'à en donner les preuves. Oui, si. Moi je dis ce que je sais. Je me dis, la frustration des gens les a amenés à inventer des formes de lutte. Et donc, les hommes, c'est pas, les êtres humains, ce n'est pas des moutons. C'est-à-dire, quand les gens sont frustrés et ils ne disent rien, il vaut mieux même s'en méfier plus que quand ils réagissent. Donc la frustration, et c'est d'une manière générale, hein, la frustration monte dans le pays. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être, il est temps pour que certains descendent de leur nuage, sortent de leur bulle. Donc, ces éléments-là, c'est trop facile de chercher un bouc émissaire. C'est trop facile de chercher un bouc émissaire. Ce qui s'est passé, pas le jour des élections, mais après, à Tchaourou et tout ça, si c'est à Yaïbouni qu'on voulait attribuer ça, il était séquestré ici. Et je crois qu'on avait les moyens de prendre toutes les dispositions pour que... Donc, il y a eu surprise. Il y a eu surprise. Parce que les moyens qui étaient sortis étaient tels que les gens ont dit non, non, on ne va pas se laisser faire comme ça. Et ça, croyez-moi, ça a fait reculer la peur. Ça a fait reculer la peur. On ne le voit pas actuellement parce qu'il y a un calme trompeur. Mais la peur a reculé. Et donc, à ce jeu-là, moi je me dis, de grandes surprises nous attendent. Et je les espère. Je les espère. Eh bien, vous n'avez pas fait de différence entre les régimes depuis le renouveau démocratique, mais pour certains, eh bien, le pouvoir de Patrice Talon fait reculer gravement la démocratie au Bénin, l'état de droit. Oui, gravement. Je l'ai dit à un moment donné, mais maintenant vous me donnez l'occasion de mieux le dire. Si on doit le comparer à un autre régime avant, au régime de Zinsou, au régime de... De Zinsou, vous avez dit, vous voulez parler de Boni Yaye? Pardon? Vous voulez parler de Boni Yaye? Non, 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 Zinsou... Émile Derlin Zinsou. Émile Derlin Zinsou, et puis Mathieu Kérékou. Bon, mais... quelqu'un qui a bénéficié du bon fonctionnement du système démocratique de son pays pour parvenir au pouvoir, je ne sais pas quel problème il a pour pouvoir pour chercher à tout détricoter comme ça. Je ne sais pas. Et puis, il nous dit qu'il veut faire des réformes. Mais les réformes, c'est pour nous, non? Donc, on devrait trouver le moyen de nous intéresser à ces réformes pour qu'on les porte avec lui. Il n'a pas ce souci-là. Il se dit,
je veux faire des réformes, on ne va pas m'aimer, on y va. Mais c'est ce mauvais raisonnement qui l'enfonce. Donc, il ne prend que des mesures de violence pour empêcher qu'en face, ça bronche. En face, vous n'avez pas à broncher parce que moi, je suis venu faire des réformes. Mais pour qui? Et c'est là que certains creusent et se disent, mais c'est pour toi-même, c'est pour vous-même. Nous, on n'a rien. C'est compliqué. Donc, je ne comprends pas ça aussi. Et la liberté, c'est ce qu'il y a de plus vital pour l'être humain. C'est dangereux de chercher à lui arracher ça. C'est dangereux. Les réformes, bon, les réformes qu'il a fait pour notre pays, on peut en parler. Tout à l'heure, j'ai parlé de la promotion de nos langues. Pourquoi on ne met pas ça en chantier? Et les réformes, c'est comment faire pour que les ressources du pays soient gérées au profit du pays et non pas d'une minorité qui s'enrichit. On veut combattre la corruption, bonne chose. Mais il faut combattre vraiment la corruption à tous les niveaux. Autour de lui, on connaît le pays, non? On est dans le pays avant qu'il vienne, ou on était dans le pays avec lui. Mais autour de lui, on connaît les gens. Mais compte tenu de ses objectifs, eh bien, il épargne ceux-ci aujourd'hui et il frappe ceux-là. Mais ceux qui l'épargnent aujourd'hui n'ont qu'à s'attendre à ce qu'ils soient frappés demain. Donc, je me dis, il y a les réformes à faire, si c'est clairement identifié, si c'est clairement proposé au pays, il y en a que le pays va soutenir. Il y en a que moi, je suis prêt à soutenir. Bon, donc les réformes de Patrice Talon, pour l'instant, n'ont rien apporté au pays. Ah, ben je cherche avec vous. Asphaltage. Parlons-en. Parlons-en, c'est vrai que... Il a des routes, non, qui pour venir de mon village ici, bon, ça a quelques agréments. Mais le gouvernement est obligé de travailler. C'est même en travaillant qu'on trouve les moyens de servir les amis, de manger encore. C'est compliqué, hein. Donc, le gouvernement qui fait des choses, qui donne l'électricité, qui donne l'eau, mais c'est son travail. Il y a tellement d'argent pour ça. Il a des gouvernements avant qui ne donnaient pas ça, pourtant. Qui ne donnaient pas quoi? D'électricité, pas de route à la même allure, non? C'est à partir du moment donné que l'électricité a commencé à manquer, parce qu'on n'a pas continué le développement. Etc. Donc l'eau, si on sort l'argent et que certains mettent ça dans leur poche, ça va manquer. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un minimum qu'un État est là pour faire. Ce n'est pas tel qui nous fait ça. Le rôle de l'État, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. L'école, qui ailleurs est le moteur du développement, a besoin d'être réformée dans la bonne direction, par la promotion déjà des langues nationales et par tout ce qu'il faut pour que la jeunesse soit formée en fonction des besoins du pays identifiés dans le programme d'action du gouvernement. C'est-à-dire, nous voulons faire ceci et pour cela, nous vous encourageons, voici les moyens pour qu'on nous forme des jeunes, des travailleurs demain dans ce sens. Il y a plein de choses à faire. Donc, les réformes dont on nous parle aujourd'hui là, dont on ne discute pas avec nous là, et pour lesquelles on nous impose tant de choses, pour lesquelles on nous empêche de broncher, moi, je ne sais pas où ça nous mène. Alors, voilà, asphaltage, voilà le courant qu'on coupe. On continue de couper. Hein. Bon, et puis l'eau, bon. Lui-même a fait un bilan de ce qu'il a fait de manière succincte dans son discours du 1er août. Bon, donc déjà, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si lui-même il a fait le bilan, je ne veux pas positif, je ne veux pas refaire ça à sa place. La situation est telle que l'Église catholique, le clergé, pour ne pas le nommer, a pris le devant des choses d'une médiation pour réconcilier les Béninois entre eux, avec eux-mêmes. Mais depuis un certain temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué également, il y a comme un silence autour de l'initiative, en tout cas du clergé catholique, on n'entend plus rien. Bon,
il y a beaucoup de choses à dire sur cette médiation que le clergé lui-même s'est proposé de faire. Parce qu'on ne lui a rien demandé. Et c'est pas mal, non, d'avoir initié cette démarche de la paix, non? Mais c'était pas au bon moment déjà. C'était au moment où, justement, le peuple nous surprenait par ses réactions. Que je ne suis pas si endormi que ça. Ah non, je ne vais pas me laisser faire. À ce moment, on dit non, non, la paix, calmez-vous. D'ailleurs, moi, je vais faire médiation. Première chose. Deuxième chose, on se pose en médiateur en deux parties. En deux parties qui sont aux prises. Et on se dit, ah, il faut les séparer. Alors, je suppose, par exemple, que vous ayez deux personnes qui se livrent à une risque, etc., quelqu'un a un fusil. Quand vous voulez jouer le médiateur, vous commencez par sortir le fusil du jeu. Mais vous ne demandez pas à celui qui est braqué là de... Voilà. Donc, il y a tout un préalable, un ensemble de choses qu'on aurait voulu voir clarifier dans la démarche des évêques. Vous êtes de quel côté? J'ai eu une vidéo récemment, enfin, je ne regarde pas tout le temps. Là, une vidéo où ils ont été reçus par le président de la République. Oui, les évêques du Bénin. Les évêques du Bénin. Ils étaient chez eux, ils étaient entre eux, etc. C'était les bonnes manières, etc. Le président même qui leur demande, je voudrais que vous m'accompagniez, que vous me protégiez, que vous priez pour moi, etc. Et moi, je me suis dit, je suis chrétien. Je suis chrétien et c'est vrai que j'aime me proclamer chrétien plus que catholique, mais je ne me suis pas reconnu en eux. J'ai dit, eux là, ils sont au service de qui? Et puis quand ils ont pris la parole chacun, après c'est les hochements de tête, ils étaient contents. Ils n'étaient pas au service du grand nombre. Ils n'étaient pas au service des oubliés. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent lorsque, disons, un chrétien vienne leur demander, n'est-ce pas, qu'ils prient pour lui, pour l'accompagnement? Il n'en a pas besoin, n'est-il pas dans leur rôle de le faire? S'il a posé des actes qu'il faut répréhensibles, il faut condamner. Il ne faut pas prendre acte de ceci. Je prends acte que finalement on va aller aux élections comme ça avec les deux blocs seuls. Je prends acte. Je condamne. Les choix des mots, ils sont très calés dans les choix des mots. C'est des gens très fins. Il faut condamner. Il faut prendre parti. Il faut prendre parti. La troisième chose, c'est est-ce que en face, on pense qu'il y a crise? Au niveau de l'opposition, on pense qu'il y a crise. Au niveau du peuple frustré, on pense qu'il y a crise. Mais est-ce qu'en face, le pouvoir pense qu'il y a crise? Si le pouvoir ne pense pas qu'il y a crise, votre médiation est ridicule, ça on ne comprend pas. Et tout se passe comme si déjà la médiation est ridiculisée, puisqu'on est passé par-dessus eux pour chercher à lancer le dialogue d'une certaine façon. D'une certaine façon. Vous voulez parler de l'initiative pour amener les partis de l'opposition à avoir enfin donc, le droit d'exister? Surtout qu'ils ont fait déjà toutes les démarches. Et donc, beaucoup sont allés à ce rendez-vous en se disant, bon, enfin, on va nous rendre justice, nous remettre nos papiers. Mais pas nous dire d'aller refaire les mêmes démarches qu'on a déjà eu à faire. C'est là que, sinon, en Goût, on dit on ne refuse pas l'appel et mon gars, donc on ne refuse pas l'appel, c'est ce qui suit. Bon, ils ont fait toutes les démarches. Moi, mon parti a souffert, c'était la croix et la bannière en tout cas, pour organiser son congrès. Avoir 15 militants, faire les papiers dans les 77 communes et tout ça. Faire le congrès pour respecter la loi. On ne m'a pas demandé de recommencer. C'est même des gens qui ont compris que ça, c'est pour nous éliminer. Parce que Ben Aladatin a dit que vous croyez que le PCB peut se conformer à ça. Bon, donc c'était pour nous éliminer. Mais les gens ont dit, ah non, si c'est ça, voici 500 francs, voici 1000 francs, voici. C'est comme ça qu'on a pu réunir les moyens pour relever ce défi. C'était un immense défi pour nous, les pauvres. C'est un parti de pauvres. C'est un immense défi. Alors, on ne va pas nous appeler
pour nous dire de recommencer ça. Là, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et donc, le dialogue, moi, je me suis dit, si ça avait marché, si ça avait abouti, c'est comme si le dialogue était lancé par le président directement, sans plus se soucier des médiateurs autoproclamés. Donc, prendre la mesure de la difficulté dans laquelle se trouve le pays demande davantage d'efforts de quiconque veut jouer au médiateur. De quiconque veut jouer au médiateur. Et donc, voilà ce que tout simplement je peux dire sur ça, parce que j'ai l'impression que ça ne donnera rien, à moins que ce soit au service du prince. Vous, à l'étape actuelle des choses, qu'est-ce qui devait être fait si, disons, le clergé laissait tomber son initiative, qui devait prendre le lead? Ce qui doit être fait, c'est que les luttes se poursuivent, c'est que les luttes s'approfondissent, pour que tout le monde comprenne que ça ne va pas. Qu'est-ce que vous mettez dans lutte? Que les Béninois sortent pour crier leur ras-le-bol? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, le lutte, c'est ce que nous faisons. Quand je vous dis ça, je pense que ça doit faire sourire. C'est ce que nous faisons. Certainement, tout le monde ne voit pas. Je ne sais pas de quoi vous Non, parler. non. Les gens sont blessés. Les gens sont blessés et ils doivent chercher. C'est comme l'eau. Au lieu de chercher la paix, il faut faire la guerre. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous voyez, quand vous avez un fleuve et puis vous voulez barrer, empêcher l'eau de suivre son cours, peut-être votre digue va être assez haute, mais l'eau sera toujours en train de chercher le passage. C'est un peu la situation du peuple aujourd'hui. Et donc, moi je me dis, en refusant l'ordre en place qui ne nous convient pas, en continuant de refuser, on finira par nous prendre en compte. C'est ça. Je ne peux pas aller dans plus de détails que ça pour définir la lutte. Ça dépend des circonstances. La lutte. Oui, mais vous parlez de lutte pour l'instant, mais ce qui est observé, c'est par exemple que Lionel Zinsou a été empêché d'aller aux prochaines élections. C'est par exemple qu'il y a des citoyens qui ne sont pas à même d'aller chercher leurs actes, et tout ça sans réaction. La lutte, c'est dans quel sens? Il y a beaucoup d'imprévisibles dans la lutte d'un peuple. Il y a beaucoup d'imprévisibles. Et ça trompe les analystes qui ne prennent pas ce facteur-là en compte. Il y a beaucoup d'imprévisibles. C'est-à-dire que tout ce qui se fait là, et qui est frustrant, est comptabilisé dans les cœurs, est porté dans les consciences. Et si les circonstances changent, eh bien, on peut voir cela se traduire en actes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser faire ça. Ce n'est pas un amusement, le jeu politique. Donc, l'eau va trouver son passage. Bon, mais là, moi, je ne peux pas dire par où il va passer. Mais je sais que c'est une loi de la nature. L'eau va trouver son passage. Et finalement, tout le monde se rendra compte qu'il y a problème. Parce qu'il y a crise là, il y a problème, ça ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est quand tout le monde a cette conscience-là que les médiateurs, on va en avoir. On va trouver. Donc, ne nous laissons pas tromper par la situation d'accalmie relative que nous vivons aujourd'hui. On a fait ceci, il n'y a pas eu de réaction. On a fait ça. Si on veut citer, ça va être long. Hein. Il n'y a rien. Personne ne dit plus rien. Mais personne ne dit plus rien. L'être humain, c'est ça. L'être humain n'agit pas. Le Béninois même, je crois, est ainsi fait. Il semble être fait pour d'abord encaisser, d'abord être patient, d'abord espérer que non, ça va changer. Mais quand ça continue dans la mauvaise direction, moi je vous dis, je suis vécu souvent longtemps pour voir le Béninois
ne plus se faire reconnaître. Moi, j'ai vu ça en 63, quand... Mais là, c'est à partir de Porte-Nouveau. On a chassé Maga. J'ai vu ça en 75. Il y a des surprises qui viennent comme ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça en 89, 90. Bon, donc, ce qu'on a pu faire hier n'est pas impossible aujourd'hui. Et il y a donc des acquis, des luttes aussi qui sont là. Il y a des acquis des luttes qui sont là. Donc, je voulais vraiment dire que ne perdons pas confiance. Si ça continue comme ceci, ça n'ira pas loin. Donc, aussi bien pour les 59 ans d'indépendance, les perspectives, aussi bien pour la situation politique actuelle, il faut laisser le temps faire son œuvre. Il faut attendre. Pas le temps. Chaque fois que je dis la lutte, j'ai l'impression que ça vous plaît de faire abstraction de ça pour revenir sur le temps. Mais le temps, on ne le prend pas assez en compte. C'est le temps qui cause le mûrissement de conscience. Vous demandez quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, il dit je ne peux pas, et puis demain, il peut. Il faut le mûrissement des consciences. Ça a commencé. Je vous ai dit, la paix a reculé. Mais ce n'est pas les luttes. Ce n'est pas les luttes qu'il y a eu là ces derniers temps. Les luttes surprises. Je répète, des luttes surprises. Parce que les gens disent non, ce n'est pas possible. Les gens disent non, ce n'est pas possible. Donc, mais le temps aussi est un facteur du changement. Le temps mûrissant les consciences, le temps aidant les gens à voir une chose et son contraire, à voir que les promesses ne sont pas tenues, qu'on dit une chose, on fait l'autre. Eh bien, c'est ça qui réveille les gens. C'est ça qui met debout les gens. C'est ça qui met debout les gens. Et je me dis que c'est le lieu d'évoquer le combat que je me suis donné avec d'autres dans le cadre de mon association depuis 1977. Qu'en fait, quand on nous a apporté le christianisme là, et que nous avons consommé ça comme on nous l'a apporté, prêt à porter quoi. Bon, le temps du bilan commence par venir. On se dit mais à quoi ça nous est utile? À quoi ça nous est utile? On regarde toutes les proliférations des pasteurs autoproclamés, des dieux autoproclamés, bon, etc. On se dit, mais à quoi? Mais si on y prend garde, on jettera bientôt le bébé avec l'eau du bain. Mais Jésus, quand je vois tant de chrétiens dans mon pays, je dis, mais si vous suivez Jésus, l'homme Jésus, si vous êtes des disciples de Jésus, vous devez être des gens de combat. Il était un engagé en son temps. Et il a dit des choses, il a fait des choses qui l'ont fait mettre au poteau. Alors, est-ce que c'est le poteau que vous êtes d'ici, vous craignez aujourd'hui? Et vous êtes là, on ne vous voit pas. Et vous êtes des milliers, on ne vous voit pas. Des milliers, je ne sais pas si on peut dire des millions, on ne vous voit pas. Donc, il faut aussi que l'action contribue à réveiller les gens dans différents secteurs, y compris celui-là. Et moi, je me dis, c'est à divers niveaux que le combat se mène. C'est pourquoi je reviens encore à votre studio. Même ce que nous faisons participe du combat. Et c'est ce que vous faites à travers Chrétiens pour changer le monde, puisque c'est le nom de votre association. Oui, parce que j'ai personnellement été séduit, très petit, fils de catéchiste, ancien séminariste et tout ça, par ce que je peux lire de la vie de Jésus dans les évangiles. Ça m'a très vite emballé. Et puis j'ai regardé les pratiques. J'ai vu que ça n'avait plus rien à voir. Et j'ai poussé la réflexion. Je me suis cultivé, j'ai cherché à comprendre. Et je puis vous dire, sans embâche, que il y a eu l'homme Jésus,
En tout cas, moi, je crois qu'il a existé, tel que les évangiles nous le proposent. Et ce qu'il a fait, il est resté dans sa culture. Et ce qui allait contre l'épanouissement de la personne humaine, il s'est dressé contre cela. Il a pris la liberté de se dresser contre cela. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Rester dans notre culture. Donc je n'ai pas besoin de changer de religion, de société, de culture. Mais ce qui va à l'encontre de l'épanouissement de la personne humaine, je dois me dresser contre ça. Il y a eu donc Jésus. 2, il y a eu Paul qui ne l'a même pas connu. Il ne l'a pas connu, il ne l'a pas vu. Il ne sait pas parler de l'homme Jésus. Et qui nous a apporté quantité de choses. Quantité de choses. Où on ne reconnaissait pas forcément Jésus, le mépris de la femme, enfin, etc. L'aplatissement devant tout pouvoir, etc. Et ce qu'il a fait, lui, Paul, là, il a certainement ce bon côté aussi. Hein. Mais ce qu'il a fait, là, sans avoir connu Jésus, là, c'est un apôtre autoproclamé. Eh bien, ça a servi au IVe siècle de base à la construction de toute pièce de la religion qui s'est appelée chrétienne. De toute pièce, parce que l'empereur avait besoin d'une religion pour unifier son empire. Et c'est ça qu'on nous a apporté. C'est ça qui s'accommode avec l'esclavage. C'est ça qui s'accommode avec la colonisation. C'est ça qui s'assoit tout le temps à côté des princes. Je vous ai dit, je les ai vus assis la dernière fois, ils étaient chez eux. Mais ça là, ça ne nous mène nulle part. On n'a rien à faire avec ça. Ce dont nous avons besoin, surtout dans les pays sous-développés, c'est le chemin tracé par Jésus et qui nous appelle à nous dresser contre toute injustice, qui nous appelle à servir la vérité, quoi qu'il nous en coûte, et qui nous appelle à être des hommes debout. Des hommes debout. Et donc, quand je ne vois pas vivre ça, je me dis, mais les gens nous fatiguent pour rien. Ils nous fatiguent pour rien. Et quand je regarde ce qu'ils nous ont apporté de près, je me dis, mais ce n'est pas seulement nous fatiguent pour rien, ils se foutent de nous. Quand vous dites que l'Eucharistie, c'est un sacrifice sanglant qui est là, c'est le sang qui est... C'est toujours ça. Donc, et quand on approfondit la recherche et la réflexion, on se rend compte que c'est de nous les Noirs que tout est venu. La civilisation du monde a eu son premier fondement en Égypte. Donc les histoires de résurrection, etc., on a tout. On peut être chrétien catholique et communiste. Ah, là, j'attendais cette question. J'attendais cette question. Oui, je vous le dis franchement, mes camarades le savent. Vous savez, mon tout premier livre a pour titre Marx, Lénine, et pourquoi pas Jésus, 1983. Pourquoi pas Jésus? Donc, pour libérer les pauvres, les petits, etc., Marx, Lénine, etc. Vous avez dû alors réécrire certaines pages, n'est-ce pas, du communisme, des pages qui nient, en tout cas, qui nient l'existence de en tout Dieu, cas, c'est ma foi en Jésus qui m'a conduit au communisme. J'étais séminariste, j'étais pas au lycée, etc. Non. C'est ma foi en Jésus, ce que j'ai vu dans l'homme Jésus. Qui vous a sorti du séminaire pour... Qui a fait que rapidement, j'ai rejoint le syndicalisme étudiant, où il y avait beaucoup de sacrifices, il y avait beaucoup de risques qu'on prenait, beaucoup de prisons à faire. Je me suis senti à l'aise dans ce chemin. Mais je suis à l'aise parce que dans mon parti, dans les statuts, c'est dit qu'on reconnaît la liberté de croyance et de non-croyance aux militants. Si tu veux croire, c'est ton problème. Si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Il a les deux, comme on dirait. Albert Gadoun, cette émission se fait également avec les auditeurs. Et le moment est venu de prendre les appels. 2 numéros, Mohamed Ali Amini, 64 44 02 44, le 66 75 72 72 pour nous joindre. Le tout premier auditeur dit alors, bonjour. Bonjour Virgile, Jean Poton. Oui, allez. Albert Gandono, bonjour. Bonjour, monsieur Poton. Voilà. Même si la corruption zéro n'existe sous aucun ciel, je voudrais que vous nous disiez ce qu'il y a lieu de faire
pour réduire de façon significative la corruption, ce fléau qui compromet dangereusement le développement de notre pays? Ne me dites pas surtout la volonté politique. 2. Avoir de près la dénivellation qui se creuse d'année en année, de quinquennat en quinquennat entre les promesses électorales et autres engagements et leur mise en œuvre effective. Quelles dispositions faudra-t-il envisager pour astreindre un président de la République élu sur la base d'un projet de société à se sentir concerné par ses propres engagements? J'espère que vous me comprenez. Est-il normal, pour finir, est-il normal que dans un pays où les gouvernants peinent à trouver les ressources pour son développement, de dénier le paiement des impôts à certains de ses concitoyens au motif qu'ils sont en conflit avec la justice de leur pays? Je vous remercie, bonne journée. Merci. Nous prenons le deuxième auditeur. Bonjour. Monsieur Vigil. Bonjour, monsieur Vigil. Bonjour, monsieur. Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur. Je ne passerai pas plusieurs fois avant de vous poser quelques questions. Et à la où vont les choses, monsieur l'invité, est-ce qu'il n'est pas temps que le peuple mette ou fasse des actions pour mettre fin à ce mode de gouvernance? Autrement dit, une gouvernance où chaque citoyen a le cœur en détresse. Puisque moi qui vous parle, je suis furieux alors que je vous parle. Si oui, le peuple doit mettre fin à ce mode de gouvernance, qu'est-ce que vous auriez proposé à ce peuple? Et quant à vous, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier pour restaurer la devise de ce pays? Je vous remercie. Valentin Ayonou, nous prenons le troisième auditeur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Vigil Arancet. Bonjour. Bon, mais Sébastien Yonkhosou, je m'appelle. Oui. Je salue monsieur Gandonou, oui, un membre influent du PCB. Ma première question pour vous, monsieur Gandonou. Et l'évaluation des enseignants que initie le gouvernement maintenant, que retirez-vous et que conseillez-vous aux enseignants? Deuxième question. Parmi les compatriotes cités, avoir maille faire avec la justice, qui ne pourront plus prendre certains actes, est-ce qu'il y en a des gens, les membres du PCB? Et quelle est votre analyse sur ces actes? Troisième question pour finir. oui. 59 ans d'indépendance. Depuis 3 ans où le régime de la rupture est là, on fait ça toujours dans une sobriété totale. Quelle est votre analyse? Est-ce qu'il est bon de fêter une fête nationale et dans cette sobriété où beaucoup de citoyens se sentent indifférents à cette fête? Sébastien Yonkhosou, bonne émission à vous. Merci à vous. Quatrième auditeur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonsoir, bonjour. Toussaint Ouané Edou. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment vous vous portez? Ça va, merci. J'ai 3 questions pour vous. Bon, je vous écoute. Si vous vous souvenez, chers grands frères, au cours des campagnes par rapport aux élections présidentielles passées, j'étais dans votre salon et vous me demandez en ce jour de voter tout sauf le blanc. À moins que je me trompe. Mais c'est ça exactement. Le président Talon était un candidat vraiment potentiel, dont vous connaissez déjà ses mérites. Mais aujourd'hui, à vous d'écouter, c'est-à-dire que quand le président Talon a pris le pouvoir, il n'a rien fait du bon. Je dis à vous d'écouter, c'est-à-dire que le président Talon n'a rien fait du bon. Est-ce à dire que les institutions données en son temps, c'était une erreur de votre part? Deuxième préoccupation. Vous aviez eu comme un frère, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, parce qu'il est venu Tiffany, précisément de l'arrondissement de Kokmolo. Vous l'aviez déjà appelé pour le féliciter par rapport à cette chance pour la commune Tiffany? Et pour finir, je voudrais vous demander, cher grand frère, à quand la politique de la béninoiserie? À quand la fin de la politique de la béninoiserie? Toussaint Ouané, excellent journée de travail à vous. Merci. Nous prenons à la suite de Toussaint le 5e auditeur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Veuillez diminuer le volume de votre possible. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Gandon. Moi, je m'appelle Quelqu'un Robert depuis Fine.
Merci, bonjour monsieur. Oui, permettez-moi de vous poser deux questions. La première, entre la ligne démocratique et la ligne du développement, laquelle de ligne le gouvernement est en train d'emprunter? Deuxième question, dites-nous pas anticipation ce qui peut se passer en 2021 pour les élections et présidentielles, alors que nous voyons l'interdiction des pièces afférentes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous prenons encore un sixième auditeur. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Anselme Saint-Georges, depuis Calavi. Oui, allez à vos questions. Je salue bien monsieur Gandonou. Bonjour monsieur. Oui. Je voudrais vous poser 3 questions. La première, est-ce que, à l'allure où vont les choses aujourd'hui, vous avez vu comment la fête de l'indépendance a été fêtée? Nous n'avons pas vu les anciens. Nous avons aujourd'hui 2 anciens présidents. Il s'agit de Boni Yahi et le président Nicéphore Soglo. Ces 2 anciens présidents ne sont pas présentés à la fête. Votre question, s'il vous plaît. Ok. Comment vous voyez cela? Est-ce que nous sommes unis? C'est la fête de l'indépendance. Deuxième question. Le président de la République actuelle, il a prêté le serment pour nous dire devant Dieu, devant nos membres des ancêtres, et que lui fera 5 ans pour régler les choses et laisser le pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de... Est-ce que vous êtes sûr que le président de la République va encore tenter un autre mandat, 3e pour finir? Est-ce que ceux qui sont à l'exil aujourd'hui, ils sont là-bas, ils ne pouvaient plus rien faire pour sauver ce pays? Parce que, à notre avis, j'ai l'impression comme si notre pays a été pris en otage par quelques peu de Béninois. Que faire pour sauver ce pays? Je vous remercie. Merci. C'était donc le tout dernier auditeur intervenu aujourd'hui. Nous allons revenir dans ce studio. Professeur Ben Gandonou répondre à ces différentes préoccupations. Il y a des questions qui peuvent échapper. Non, je vais vous aider, ne vous en faites pas. Que faire pour réduire la corruption au Bénin? Question de Jean Poton. Que faire pour réduire la corruption au Bénin? Selon lui, c'est le plus grand mal dont souffre le pays. Ouais. On peut y aller. On peut y aller. Il s'agit d'une question très importante. C'est on en parle comme ça, et puis comme ça fait bien d'en parler, tout le monde en parle, même si on ne s'en occupe pas réellement. La corruption, c'est ce qui nous tue. La corruption est conçue pour nous tuer. C'est-à-dire que ce qui doit développer le pays est connu de tout le monde. Il faut des moyens, il faut de l'argent, il faut le capital, il faut l'investir et y ajouter le travail. Et les jeunes qui aujourd'hui souhaitent travailler sont innombrables. Mais dès que l'argent est disponible, on trouve le moyen de s'en approprier, de mettre la main dessus, de faire main basse dessus. Et il n'y a pas de développement. Et on nous entraîne à croire que c'est de l'extérieur qu'on va venir faire le développement pour nous. Donc la question de la corruption est une grande question. Et on doit combattre la corruption avec détermination, mais avec sérieux aussi, et dans tous les secteurs, à tous les niveaux. On ne doit pas en épargner pour seulement s'occuper d'autres qui seraient par exemple des adversaires politiques. Cette manière de gérer la corruption au Cameroun, dans tous nos pays là et au Bénin, c'est une comédie qui doit cesser. C'est tout ce que je peux dire sur ce point à M. Poton. Des dispositions pour contraindre le chef de l'État à respecter ses engagements. Il nous faudra un jour
une constitution qui ne donne pas seulement le pouvoir aux gens. Vous avez le pouvoir, mais vos mandants là, ils ont toujours le pouvoir de vous démettre quand vous ne les servez plus. Est-ce que ce n'est pas le sens de la démocratie de toujours? Non. Quand le gars est élu, au moins pour 5 ans, il sait qu'il est tranquille. Il fait ce qu'il veut pendant 5 ans. C'est au niveau des maires et tout ça qu'on a découvert maintenant qu'on peut les destituer. Mais le président, il est tranquille pour 5 ans. Le mécanisme pour l'enlever de là, quand il ne sert plus ses mandants, parce qu'en fait, il est élu pour servir ceux qui l'ont élu. Et ceux qui l'ont élu ont des besoins bien connus. Quand il ne les sert plus, sous prétexte par exemple de réforme, on devrait pouvoir avoir le pouvoir de les démettre. On ne l'a pas. Et il faudra réfléchir. Il faudra que les vraies réformes un jour aillent dans cette direction. Élection, révocabilité. Et ça paraît une vue de l'esprit, mais c'est une des solutions pour combattre la corruption. Est-ce que l'envers, ce n'est pas l'instabilité politique? Non, il faut organiser ça. Si on veut vraiment ça. Mais si on veut ça pour montrer que ça ne marche pas et puis on va aller au chaos. Non, est-ce qu'on veut? Quelqu'un m'a prévenu, il ne faut pas parler de volonté politique. Je ne parle pas de volonté politique. Je dis, mais voilà une solution. Mais comment on la met en œuvre? Il faut réfléchir si on recherche une efficacité à travers la mise en œuvre de cette solution. Donc là aussi, voilà ce que... Actuellement, moi je ne vois pas ce qu'il faut faire pour astreindre un chef de l'État, par exemple, à respecter ses engagements de campagne. Alors, est-ce que des membres du PCB ne sont pas concernés par cette liste de personnes qui ne sont pas autorisées à recevoir, voire délivrer des actes? Je ne sais pas. L'homme Métaillon peut-être, qu'on a séquestré sans pouvoir au tribunal prouver qu'il a fait quoi que ce soit. Peut-être, sinon, je n'en vois pas. Mais lui, Métaillon quand même, puisque vous me donnez l'occasion. Bon, je me dis, c'est toujours accusé de rage, quelqu'un dont on veut se débarrasser. Et moi, je me dis que tout ça pose problème. Tout ça pose problème. Et bon, n'en disons pas plus. Sinon, pour moi, le PCB, je ne connais pas, en dehors du cas emblématique de Métaillon. Tout le monde a vu qu'il n'y a rien en bas. Métaillon est en prison. Ceux dont il parlait, c'est ceux-là qui sont en fuite ou ceux qui ont de problèmes avec la justice, qui ne se sont pas présentés à ce jour. Ceux-là qui ont leur nom, les 314 ou 315. Moi, j'ai regardé la liste, c'est pas encore vieux, un camarade dedans. Je vais encore regarder. Alors, je ne sais pas, hein, Toussaint Ouané doit laisser transparaître que vous serez d'Ifagné, de la commune d'Ifagné. Quelqu'un me fait dire ici que vous êtes d'Ekpé, je n'en sais rien, vous allez le préciser tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà félicité votre frère Louis Vlavonou depuis qu'il est élu président de l'Assemblée? Excuse-moi, quelqu'un a dit que j'étais d'Ekpé? Oui. Ah bon? Non, pardon. Enfin, oui. C'était pas sur les antennes, il me l'a fait noter ici. D'accord. Mais je suis né à Craqué. Bon, c'est dans Foulenou, hein, c'est dans Semé. Mon père était catéchiste là-bas. Mais je suis effectivement de Ifagné, de la commune d'Ifagné. Donc, je connais bien Toussaint Ouané. Alors, il veut savoir si j'ai félicité mon frère. D'abord, c'est mon frère, c'est des amis. Quand j'ai dit même ça déjà au pluriel, ne vous demandez pas pourquoi, je vais vous le dire. C'est parce que son décès est aussi un frère. Donc, c'est des amis de jeunesse de longue date. Et la lutte politique ne nous a jamais séparés. Donc, ils viennent chez moi, je peux aller chez eux, etc. Sauf que l'actuel président de l'Assemblée est difficile à avoir au téléphone. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion il a dit de prier pour lui, son décès. Bon, il m'a appelé l'autre jour pour dire, bon, il n'a plus de nouvelles de moi depuis que les choses ont changé, etc. On s'est expliqué. Bon, donc, et qu'il ne se pose pas un problème qui n'existe pas. C'est des gens, en tout cas, puisqu'il parle de M. Louis Vlavonou, s'il suit mon émission là, ce matin, il va dire, Albert ne changera pas. C'est tout ce qu'il peut dire. Voilà. Donc,
qui ne s'occupe pas de ça. Je n'ai pas envie de vous créer aussi de problèmes, mais est-ce que élu dans ces conditions, il méritait vos félicitations? Est-ce que vous l'avez fait? J'ai voulu éviter cette phrase. Donc, bon, non, je vous laisse. On peut passer. On peut passer. Voilà, il faut être gentil avec moi. Il faut être gentil avec moi. Bon, quelqu'un, Robert, qui demandait entre la ligne démocratique et la ligne du développement, qu'est-ce que Patrice Talon est en train de suivre aujourd'hui à la tête du pays? Je ne vois pas d'opposition entre ces deux lignes-là. Les deux lignes doivent être toujours conjuguées ensemble. On ne peut pas... Vous ne pouvez pas faire le bien de quelqu'un contre son gré. Donc la démocratie est un passage obligé. C'est le cadre obligé de la construction et du développement. Je vous dis, les chantiers qui sont utiles pour le pays, quand vous les ouvrez, vous intéressez le pays à ça et il vous porte dans ce combat, dans ce travail. Donc, démocratie... Certains du régime, certains du pouvoir vous répondent que c'est un mirage que de voir les choses de cette manière-là, que en vouloir avancer sur la voie du développement, il y a beaucoup d'obstacles érigés par la démocratie qu'il faut devoir lever en ignorant, n'est-ce pas, l'état de droit et tout ce qui va avec. La démocratie qui a mis l'argent à tous les étages, ça, c'est à corriger. Mais sinon, la démocratie, entendue comme la liberté laissée aux gens de s'exprimer, de donner leur point de vue, pour pouvoir vous accompagner dans les chantiers que vous ouvrez. Pour eux, moi je pense que il n'y a pas à séparer. Déjà, vous savez, Yahi Boni avait sorti l'expression aussi, la dictature du développement. Non, non, ça c'est des choses qu'il ne faut pas accepter. Nous voulons la démocratie, nous voulons le développement et nous voulons être ensemble avec notre gouvernement pour développer notre pays. Donc, c'est cette vue dichotomique là, moi je ne comprends pas ça. Toussaint Ouanedou, j'avais oublié une de ces questions. Il demandait si vous regrettez aujourd'hui d'avoir dit tout sauf le blanc. Tout sauf le blanc, en parlant de la présidentielle de 2016. Mais j'ai bien expliqué ça à un moment donné de l'émission, que on a fait une campagne électorale en connaissance de cause. Quand vous êtes un parti politique comme le PCB, par exemple, vous avez le devoir d'apporter de la lumière aux gens. C'est ça un parti d'avant-garde, etc. C'est votre devoir. On a regardé les candidats. Bon, ce n'est pas à l'occasion de cette élection qu'on va changer miraculeusement de système. Mais on dit au moins lui là, non. Nous avons dans le système néocolonial tous les malheurs, mais pas un agent patenté français, un homme politique patenté français, je vous ai dit tout à l'heure, juif de surcroît, vient nous diriger. Voilà, nous avons des difficultés à nous en sortir, à avoir les dirigeants qu'il nous faut, mais que lui ne vienne pas dans le jeu. Donc ça là, je l'assume toujours. Aujourd'hui, c'est à reprendre. Vous avez vu, Patrice Talon, vous l'avez éprouvé dans sa gouvernance, son style de gouvernance. Si c'est à recommencer, vous prodigueriez les mêmes conseils aux Béninois? Bon, je ne sais pas. je ne sais pas. Il faudrait que... Non, c'est tout de suite et maintenant. Décidez-vous. C'est tout de suite et maintenant, s'il faut dire un mot. Non, ce qu'il faut dire tout de suite et maintenant, c'est qu'on ne pouvait pas penser en 2016 que... Si c'est à reprendre, vous le referiez? Avec toujours oui, Zissou, le blanc. Ah oui, on referait ça. Ah bon? Ah oui, on referait ça. C'est pas parce que on l'a rendu inéligible pour 5 ans qu'on ne le referait pas. Non, non, non. Vous auriez préféré toujours la même gouvernance que Zissou que vous ne connaissez pas? Hein? On le connaît. Ah non, non, c'est pas les semblants qu'il fait. On le connaît. Hein? C'est un homme politique français de haut niveau. De haut niveau, c'est pourquoi il a déjà été reçu, France 24, etc. Tout, on s'occupe de lui. Hein? Ça, c'était un événement en France. Hein? Là, Zissou qui est inéligible pour 5 ans. Bon, j'ai déploré, n'oubliez pas. Ben, Anselme Pédior, comment voyez-vous l'absence des anciens présidents de la République, Boni Yayi, Nicéphore Soglo, au défilé du 1er août? Voilà un des signes qu'il y a crise. Il y a crise. On est
plus bien ensemble, on ne se sent plus bien ensemble, on ne se sent plus concerné. Voilà. Et donc, je déplore ça, parce qu'il n'y a plus d'union, et je pense toujours oublier. Hein. Les oublier, ce n'est pas une bonne stratégie. Moi, j'aurais été président, que je les ferais venir, je dois prendre de la hauteur, je ne comprends pas. Je me dis, c'est dommage, mais c'est à cause de la crise, on ne s'entend plus, ça ne va pas. C'est ce que je peux répondre à cette question. Talon à nouveau président en 2021, est-ce que vous le croyez, vous? C'est celui qui nous parlait déjà des promesses de campagne qui me revient à l'esprit. Bon, pendant la campagne, il a promis quelque chose, et dès qu'il est passé au pouvoir, on a vu évoluer les choses. Il va aviser. Et avec la paix qui ne se donne pas, avec les actes qu'il n'arrête de poser, on voit qu'il va se présenter au moins l'année prochaine, pour ne pas dire plus. Nous sommes au thème de cette émission. Oui, mais il y a quelqu'un qui parlait de béninoiserie. Je ne sais pas s'il parle de cette émission. Il n'y a pas eu un seul moment de béninoiserie dans ce qu'on s'est dit ici, en tout cas dans ce que moi j'ai dit. Béninoiserie, c'est laisser les problèmes fondamentaux de côté, s'occuper des personnes, nuire à son prochain, etc. Lui, là, s'il me connaît, puisqu'il dit qu'il me connaît... Oui, Toussaint doit savoir que ce n'est pas mon genre. Je suis ouvert même à lui. Je sais où il est, mais je suis ouvert à lui. Il peut venir chez moi quand il voudra. Donc, ne sortons pas des mots à la légère. Je m'attendais à ce que tu me relances sur cette question, mais tu ne l'as pas fait. Moi-même, je reviens dessus. On a parlé de choses sérieuses. On a parlé de notre pays. On a réfléchi pour voir comment on peut trouver le chemin qu'on cherche depuis 1960. Voilà. Donc, il ne faut pas que des mots comme ça soient lancés. Alors, à la fin de l'émission, moi, je voudrais remercier Soleil FM de l'occasion qu'elle me donne pour la seconde fois de m'exprimer. Il est vrai que les temps que nous vivons sont difficiles, mais on doit s'exprimer tant qu'on le peut. Vivez tant que vous êtes vivant, exprimez-vous tant que vous pouvez vous exprimer. Donc cette occasion qui m'a été donnée, je remercie la radio pour ça, je te remercie aussi. Et j'espère que les auditeurs qui nous ont suivis ont pu trouver matière à espérer. C'était ça surtout mon objectif en venant ici. Merci à vous, professeur Albert Gandonou. Vous êtes professeur d'université, membre du Parti communiste du Bénin, et cela depuis 1977. C'est la fin de cette émission avec Mohamed Lamidi à la technique. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir été là. Sans langue de bois, c'est encore dimanche prochain.